Et donc ce quatrième, aujourd'hui est consacré à la question du théâtre documentaire. C'est une suggestion qui nous a été proposée par, Carole Gudicelli, qui est ingénieure de recherche pour le projet Puppet Plays. Et il nous a semblé que c'était effectivement, vraiment, une question, importante, très, je dirais très vive aussi aujourd'hui. Hem, une question à laquelle on ne pense pas toujours évidemment quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est que la marionnette. Même, je pense que ça peut susciter la surprise, quoi, la marionnette et théâtre documentaire, quel point d'accroche, quelle relation. La marionnette, est réputée être, alors pour les enfants, on commence à s'en éloigner un peu heureusement, se souvenir qu'elle est vraiment adressée à tout public. Mais c'est quand même plutôt quelque chose qui fait rire généralement. Le théâtre documentaire est profondément, sérieux. On va voir dans le détail s'il l'est toujours, mais en tout cas, il y a ce souci d'une vérité documentée, d'un rapport, au réel, un réel social, politique. Donc effectivement, la marionnette, peut surprendre dans ce champ. Et pourtant effectivement, elle est très active, et donc Carole, Gudicelli a proposé à 2 personnes qui ont travaillé dans cette direction, 2 artistes qui ont travaillé dans cette direction, de venir témoigner, discuter avec nous de justement de leur choix. Sylvie Bayon, marionnettiste et metteuse en scène, et puis, François Chaffin, auteur, voilà, et par ailleurs aussi, comédien, homme de théâtre, et de spectacle complet. Oui, donc le théâtre documentaire effectivement, c'est une question, voilà, qui a une histoire aussi. On peut la rappeler très, très rapidement. C'est une forme qui émerge plutôt dans les années, 1920, comme un théâtre très politique, un théâtre conduit essentiellement par Erwin, Piscator, le metteur en scène, ami de Brecht, extrêmement engagé à gauche, dans l'entre-deux-guerres, la République de Weimar, et qui, invente cette forme du théâtre documentaire comme un montage, un assemblage, de matériaux, des tracts, des discours, des photographies, des archives, des films aussi. Il est un des tout premiers à insérer, des éléments filmés à l'intérieur de la représentation théâtrale. Donc il y a cette première lancée du théâtre documentaire qui est, une confrontation à l'hétérogénéité des matériaux, des matériaux tous saisis, tous repris du réel, tous préexistants au spectacle, pour, parler, de la révolution spartakiste, pour parler, des crises, sociales et politiques en Allemagne notamment. Après, voilà, il y a une deuxième naissance du théâtre documentaire dans les années, 60, toujours portée d'ailleurs par Piscator, autour de grandes questions qui sont, l'extermination, des Juifs, dans la Shoah, à l'occasion du procès de Francfort 64-65, qui donne lieu au texte emblématique de ce nouveau théâtre document qui est, «L'instruction» de Peter Weiss. Dans la foulée aussi, d'autres textes sont écrits sur la guerre froide, sur les procès, dans l'URSS, stalinienne. Enfin, ce sont beaucoup, dans cette deuxième forme du théâtre document, ce sont beaucoup des événements très forts, des événements puissants pour lesquels, on a du mal aussi à imaginer que des comédiens pourraient s'en saisir. On a surtout du mal à imaginer qu'une fiction pourrait, en parler, et donc on fait appel aux documents, on constitue souvent un procès d'ailleurs. Et puis voilà, depuis déjà, on pourrait dire, la fin des années 80, on voit une forme nouvelle apparaître, des formes plus hétérogènes qui font appel, aux témoignages, pas simplement aux documents, d'archives, qui font aussi appel à la parole, qui reposent sur des enquêtes, donc des matériaux plus hétérogènes, un rapport aussi à la fiction et à l'écriture qui peut être, moins brut qu'il l'est devenu dans les années 70, où on allait vers la radicalité absolue. On prenait vraiment un article de journal et on faisait théâtre à partir de ça. Et donc voilà, la place du témoin en particulier, évidemment, a pris une grande force, avec, le spectacle Rwanda 94 du groupe Off, où
une des rescapées du génocide rwandais, Yolande Mukegazana, venait parler à chaque représentation en direct et faire le témoignage de ce qu'elle avait vécu, comment elle avait traversé justement le génocide rwandais. Donc voilà, il y a évidemment des grands spectacles comme cela. Mais plus généralement, la démarche d'écrire avec des documents, d'écrire après une enquête, est effectivement quelque chose qui s'est répandu dans la pratique théâtrale, pas seulement en France ou en Belgique, aussi en Angleterre. On appelle ça le théâtre verbatim. Et beaucoup de spectacles de marionnettes, d'ailleurs, se font à partir d'une enquête aussi. Il y a des exemples en Italie aussi qui ont pu être réalisés, d'abord du côté de ce qu'on appelle le théâtre narration, et aujourd'hui, il y a un grand spectacle aussi qui tourne depuis quelques années qui s'appelle La Classe, et, qui est basé sur les souvenirs justement d'élèves d'une institution religieuse. Donc voilà, faire parler d'autres, c'est l'un des enjeux du théâtre documentaire. Donc, bah, pour préciser la façon dont justement ça va se passer aujourd'hui, je vais laisser maintenant à Carole le soin de présenter justement la table ronde qu'elle a organisée, cette discussion et ces différents intervenants, puisque là, c'est à elle maintenant de faire parler. Merci de nous suivre, merci de nous accompagner. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'espace de la page Facebook, hein, dans les commentaires. Nous lisons ces questions et nous les reproduisons donc auprès des intervenants. Donc voilà, c'est le moyen justement d'une discussion en direct. Et puis sinon, pour ceux qui ne pourront pas suivre la totalité ou ceux qui n'auraient pas vu le début ou manqueraient ce rendez-vous, il sera accessible, enregistré, donc comme je le disais, et visible toujours sur la page Facebook et sur notre site. Voilà, Carole, à toi le volant, à toi le volant, à toi justement l'animation de cette table ronde. Merci pour cette belle proposition, puis merci à Sylvie Bayon et François Chaffin d'avoir accepté de se prêter à ce jeu. Merci Didier. Bonsoir Sylvie, bonsoir François. Je vais vous présenter petit peu plus précisément. Donc Sylvie, tu es metteuse en scène de la compagnie Chez Pense Verte et directrice du Théâtre de Sable Chez Pense Verte. Et tu pratiques un théâtre de texte, d'images, d'acteurs et de figures. Et au cœur de ton travail, comme éthique de création, se trouve l'écriture autant textuelle que scénique. La plupart de tes créations sont des commandes passées à des auteurs vivants. Au plateau, tu explores différents langages à travers la marionnette et l'acteur et tu mêles dans ton écriture scénique d'autres disciplines artistiques comme la photo, la vidéo, la musique et la danse. Et en ce qui concerne plus particulièrement le théâtre documentaire, donc tu as pu travailler jusqu'à présent à 3 spectacles qui relevaient en fait de ce genre, si on peut parler de ce genre. Donc c'est une expérience sur une vingtaine d'années. Euh, donc avec du texte toujours, une place des auteurs, mais c'est véritablement avec l'expérience menée avec François Chaffin que l'auteur avait une pleine place, ainsi que la marionnette, parce que parfois il y avait la marionnette, mais un peu moins l'auteur, peut-être, un peu moins le texte. Le texte était très présent avec Catherine Zambon et le projet autour de Terre de betterave, mais il n'y avait pas de marionnette pour le spectacle. Et là, on associe les deux, donc c'est une démarche vraiment particulière. François Chaffin, toi, tu te définis comme un auteur en scène, mais aussi un créateur lumière, un passionné par la musique et l'architecture sonore, ce qui se ressent aussi très fortement dans ton écriture. Tu as créé en 1987 le Théâtre du Menteur pour faire écho à ton travail d'écrivain de plateau et proposer le partage de tes créations de petites formes sensibles. Ton activité est poétique autant que politique. On te reconnaît à ton goût pour une langue baroque, à la croisée des usages argotiques, métaphoriques et quotidiens. Et cette écriture s'accompagne du désir aventureux de se révéler par la musicalité, autant que par l'interrogation qu'elle prétend soumettre aux spectateurs et aux pratiquants. Conjuguant l'archaïsme de l'écriture textuelle avec les artifices les plus technologiques, vidéo, MAO, capteurs, dans ta pratique, l'auteur et le metteur en scène se retrouvent et se confondent.
dans une recherche où l'osmose entre le sens et la forme s'invente et se régénère par la fiction. Donc, tu te définis aussi comme un créateur, agitateur de nombreuses fabriques d'écriture, où l'urgence est souvent de relier ceux qui savent et ceux qui pensent ne pas savoir, professionnels et amateurs, public formé et nouveaux venus au théâtre. Et tu travailles joyeusement, comme tu l'exprimes très fortement, en direction des publics réputés sensibles, en prison, à l'hôpital, avec des handicapés, des exclus et des gens du voyage. Donc, tu as obtenu de nombreuses récompenses, bénéficié de bourses, de commandes, et donc de nombreuses compagnies depuis une dizaine d'années, tout passé commande de textes, et tu as remporté des prix, des bourses, tu as eu des résidences d'écriture à la Chartreuse, de Villeneuve-les-Avignon. Et donc, vous êtes tous les deux ce soir réunis autour du spectacle Ni Bleu ni Blues que vous avez créé en novembre 2011 à la scène conventionnée de Laurent-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Et cette pièce que tu as écrite, François, a été mise en scène par Sylvie et elle répondait à une commande de la directrice du théâtre, Jackie Chala. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous a été passée cette commande, si elle a été passée d'abord à l'un ou à l'autre ou aux deux à la fois, quelle était la nature précise de la commande qui vous a été adressée et surtout ce qui vous a tous deux poussé à accepter cette commande qui était très particulière et qui visait un territoire aussi très singulier. Tu commences, François? Bah, Parce que je pense que c'est d'abord à toi qu'elle a parlé, Jackie. ah bon? J'allais dire la même chose de toi. Alors, si c'est à moi qu'elle a parlé en premier, je ne me souviens pas très bien des circonstances. Ce que je savais, c'est elle m'a tout de suite dit qu'elle m'associerait à ton travail de mise en scène. Donc, je savais pour qui j'allais écrire. Et puis, ce territoire, elle avait déjà programmé mon travail d'écriture. Donc, la commande était extrêmement peu circonstanciée, en fait. Il s'agissait de s'imprégner d'un territoire. Elle m'a proposé pas mal de rencontres avec des anciens notamment, des gens qui avaient vécu ce passé industriel de Laurent-Sainte-Marie. Et on a d'ailleurs ensemble un peu arpenté ces campagnes et rencontré des gens. Voilà, la commande n'était pas du tout définie, ni sur le fond, ni sur la forme, si ce n'est qu'elle allait m'associer à toi. C'était avant tout ça qui était pour moi, qui était voilà, une source de plaisir, de pari. Et voilà, ça, je n'avais pas du tout, je n'étais pas du tout enfermé dans un faisceau de contraintes de type, je sais pas, durée du spectacle, forme monologuée, forme dialoguée, forme poétique, forme naturaliste, 19e, pas du tout. J'étais absolument libre d'écrire à ma façon. Alors, Il y moi, avait une thématique qui était la mémoire ouvrière quand même, qui avait été posée dès le départ, c'est ça? Voilà, c'était sur ce passé industriel de la ville de Laurent-Sainte-Marie qui a été, je crois, en son temps, au 19e, au prorata de ses habitants, la ville la plus industrialisée de France. La capitale du Béret, c'est ça? Entre autres, de l'espadrille, mais aussi une terre de chocolat, d'aéronautique, voilà, où le textile était présent. Ouais. Et moi, Jackie, elle est venue me voir en disant, bah voilà, j'ai demandé à un auteur, François Chaffin, d'écrire à partir du territoire, effectivement, sur la mémoire ouvrière, sachant que j'avais, moi, travaillé dessus. Et elle ne savait pas qu'en fait, François et moi, on se connaissait depuis un moment, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble. On a eu l'occasion notamment sur les retours de Don Quichotte, voilà, d'avoir travaillé ensemble. Donc, c'était évident de dire oui, du coup. Parce que, effectivement, hein, aller découvrir un territoire aussi loin de chez moi, c'était pas
Ah, mais ça me plaisait de faire le pari de la rencontre aussi, de sortir de ce que j'en ai fait deux, l'un à la suite de l'autre, et que ça me plaisait aussi d'être sur un autre territoire D'accord. étranger. Il y avait eu cette expérience de terre de betterave qui était justement un travail à partir de la mémoire ouvrière à Grisol, je crois, donc dans ces fabriques de betteraves. Et c'était, je crois, avec Catherine Zambon, il y avait eu aussi une ethnographe. Enfin, tu avais déjà été dans une démarche comme ça, de recueillir une parole sur un territoire et de mettre en scène un spectacle. Mais là, il y avait, en fait, est-ce qu'il y avait un protocole que vous avez établi avec Jackie Chala, une méthode de travail que vous vous êtes fixée entre vous avec François pour justement travailler à partir de cette mémoire-là? Pour moi, c'était d'être sur les lieux, en fait. C'était très important pour moi de pouvoir m'imprégner autant des gens que des lieux. Et en fait, il se trouve que le passé industriel n'a pas tout à fait laissé place au parking de supermarché. Il reste encore pas mal de vestiges d'usines qu'on a pu visiter, des usines encore en très bon état, mais dont l'activité avait cessé, et avec la possibilité pour nous de rencontrer les anciennes familles notabilisées sur place qui travaillaient, mais aussi des gens qui avaient travaillé derrière les machines. Et puis ça se mêlait aussi avec l'histoire espagnole qu'on a. Voilà, en fait, pour moi, ce qui était vraiment très important, c'était de faire de la collecte de paroles, de notes, de photos sur place, et surtout que ça n'impose pas du tout une trame narrative, en fait. J'avais plutôt envie d'écrire un texte un peu kaléidoscope, et donc il a prêté le flanc, en fait. Ces résidents ont prêté le flanc à l'écriture de scénettes, comme on dit mal. Je ne sais même pas si Sylvie m'avait rapidement donné des contraintes de type nombre d'acteurs, en fait, ou je crois pas. Je crois que j'ai pu écrire, j'ai fait parler des espadrilles. Alors évidemment, l'objet c'est ça, mais je peux faire dialoguer des espadrilles, une clé à molette. Voilà, et je me suis emparé vraiment de l'ère du temps et de l'ère des lieux pour accumuler, en fait, plutôt des sensations que des anecdotes très précises, puisque la mémoire s'efface beaucoup. Hein. Les gens finalement vivent, colportent leurs souvenirs, mais quand ils vous les restituent au présent, c'est plutôt l'émotion qu'ils restituent. C'était le temps de la lutte, le temps de la lutte des classes, qui était encore très très prégnante dans les discours, l'odeur de la limaille, l'odeur de l'huile, des machines. C'était beaucoup plus un tas d'impressions qui m'ont été transmises et qui m'ont permis ensuite d'écrire en niant totalement la réalité factuelle, en fait, de l'histoire de ces entreprises qui m'avaient nourri. Est-ce que tu as fait un travail documentaire, par exemple? Est-ce que tu as lu des ouvrages sur la région? Est-ce qu'on t'a emmené consulter des archives? Est-ce que, par exemple, les témoins étaient rassemblés? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été institutionnalisé, des groupes de parole ou comment ça s'est passé en fait? Tu étais accompagné chaque fois dans tes visites? Tu avais un magnéto, enfin un téléphone, enfin quelque chose pour enregistrer? Comment Je ne sais tu as pas si les recueilli cette téléphones parole? existaient à l'époque. Je Mais parle non, il ne faut pas exagérer. des téléphones portables. Jackie m'avait proposé une série de rendez-vous. Et puis de ces rendez-vous sont nés d'autres rendez-vous, hein, par capillarité. Mais il n'y avait pas d'organisation. Voilà, l'idée pour moi, c'était de rencontrer au moins 2 personnes par jour, d'avoir, oui, un magnéto, mais surtout un carnet de notes, en fait, puis de noter comme ça des mots-clés, des expressions, des néologismes, voilà, des choses un peu barbares par rapport à la langue, des expressions patoisantes aussi, parce que je m'intéresse beaucoup aux langues locales, et le Béarn est bien placé, matinée d'espagnol aussi. Bref, ça s'est fait de manière assez
ébouriffé en fait. On n'a pas construit comme ça une stratégie de rencontre. On s'est vraiment laissé porter. Et ça a à chaque fois donné des fruits en fait. On est rarement resté des journées entières sans rencontrer personne, sans parler à quiconque. On a pu. Et ce qui était très beau, c'est que en fait, une fois que j'ai lu, il y avait un éditeur, tu te souviens, qui s'est présenté à Oui. nous, qui a donc édité ces petites choses-là. En fait, on a fait une lecture devant tous les gens qui avaient témoigné et puis leurs parents, enfin voilà, le landerneau local, eux très concernés évidemment par le sujet. Et moi, ayant un peu le sentiment, évidemment, de les avoir trahis parce que parti complètement dans une fiction à ma sauce, en fait, dans cette langue baroque, cette langue musicale, et donc pas du tout dans le respect des situations qui m'avaient été confiées. Mais ça s'est merveilleusement bien passé, en fait. Il y a eu beaucoup d'émotions à cette lecture et, et on a pu voilà, avancer. Moi, j'ai transmis le texte à Sylvie qui l'a monté elle aussi à sa sauce. Et justement, il y a une présence très marquée des objets, des machines, des bruits. Est-ce que les témoignages que tu as eus portaient aussi sur des machines? Est-ce qu'il y avait un vocabulaire technique? Est-ce qu'on t'a montré des photos? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont montré des outils avec lesquels ils travaillaient? Ou bien est-ce qu'ils t'ont montré des machines? Ou est-ce que pour imaginer les gestes, les bruits, etc., enfin, qu'on retrouve dans la pièce, enfin, il y a tout un travail, tout un Ouais. travail sonore, un imaginaire aussi de la machine et de l'activité. Est-ce que c'est passé par des photos, uniquement par la parole, ou est-ce que c'est passé aussi par des objets, par des gestes qu'ils ont peut-être reconstitués devant toi? Alors à l'époque où Sylvie et moi étions présents sur place, il restait encore une fabrique de bérets Oui, et on a pu la visiter, donc la voir en route. Donc les machines là, liées au textile étaient présentes, puis des hangars immenses, désaffectés, et l'empreinte des machines était encore au sol, mais souvent décellée, démontée, partie je ne sais où en Pologne, servir à la mondialisation. Enfin bref, ces machines n'étaient plus là, mais ce qui revenait très très souvent, c'était le rapport à la machine. C'est d'ailleurs absolument fou d'imaginer que ces machines les enfermaient dans des cadences folles, dans des pressions physiques totalement anti-ergonomiques. Mais c'est la première chose qu'ils ont pleuré, en fait. C'est quand on a démonté les machines et qu'elles sont parties, ou quand l'usine a fermé, on pleure. Les ouvriers pleurent toujours, en fait, la machine dans le rapport au bruit, le rapport à l'odeur, le fait qu'ils sentent la limaille le soir en rentrant chez eux, qu'ils aient les mains huileuses, sans parvenir à s'en débarrasser, même après les ablutions. Voilà, il y a vraiment un rapport extrêmement organique comme un prolongement à la machine, mais en fait, c'est simplement que cette machine fait sens et elle les construit socialement. Ils sont ouvriers, ils produisent, et donc ils ajoutent une valeur ajoutée au monde, et c'est ça qui les rendait fiers. Au-delà même, évidemment, des conflits qui les opposaient à l'encadrement, au patronat, voilà, aux luttes de classe. Ce rapport, il était tout le temps prégnant, le rapport au bruit, le rapport à l'odeur, le rapport au mouvement. Et donc, en fait, même quand je ne voyais pas les machines, je voyais assez aisément, en les écoutant, à quel point c'était comme une prothèse, en fait, à leur vie. mais est-ce qu'il est possible de nous faire entendre un petit peu ce bruit, ce rythme, ces sensations? Parce que c'est très présent dans le texte et j'aimerais bien qu'on ait une idée peut-être de Euh, cette écriture-là, de la façon dont ça imprègne l'écriture. ouais. Sylvie dit quelque chose, le temps que je retrouve alors quelque chose qui parle du bruit, parce que ce n'est pas l'extrait que j'avais choisi. Je vais le retrouver. Je suis désolée. Non, non, Sylvie, donc est-ce que toi tu as suivi en fait un peu pas à pas les découvertes, les témoignages que recueillait François, en fait, est-ce qu'il t'a tenu au courant régulièrement des types d'histoires ou des choses qui l'avaient marqué et que tu l'as aidé peut-être à sélectionner?
ou pas? Ou est-ce que tu l'as laissé travailler, que tu as découvert une première version? Non, 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 parce que les rendez-vous dont il parle, j'en étais. Et D'accord. pour la plupart, justement, pas tout le temps, mais pour la plupart, j'étais là, en fait. Et c'est vrai que ce qu'il raconte sur ce qu'il racontait sur le rapport et au corps et au bruit, c'était très fort. Et puis, il y avait beaucoup d'émotions dans ces rencontres-là, puisque non seulement il parlait d'un monde perdu, puisqu'on leur avait, on avait piqué leur travail, si je puis dire, mais en plus, ils racontaient leur jeunesse. Donc c'était aussi très fort là-dessus. Et puis on a visité des lieux sensationnels, quoi, enfin, qui racontent. Il y a juste à se taire et à écouter ce que ça raconte, ces lieux-là. Les empreintes de machines, effectivement, mais aussi des objets qui sont restés là. Et puis, c'était rigolo, on a fait quand même beaucoup d'apéros, François. On n'est pas Par des groupe, bêtes. le groupe syndiqué CGT, le groupe syndiqué CFDT. Voilà, c'était les républicains espagnols, parce que ce qui a marqué ce coin-là, c'était la proximité avec la frontière espagnole, la fuite des républicains. Donc, il y a toute cette culture-là dont j'avais entendu parler, mais que là, je prenais en pleine figure, en fait, de traditions de lutte qui viennent des républicains espagnols. On a été jusqu'à la visite du camp de Gurs, qui n'est quand même pas très loin. C'était, ouais, alors il faut juste essayer de pas trop chercher à comprendre, essayer de se laisser imprégner, et puis de rêver beaucoup. Mais après, les mots, ils sont donnés par François. Moi, je n'avais aucune idée. Mais c'est ça qui est très bien, hein, quand on fait une commande à un auteur, c'est que c'est pas un écrivain public. C'est-à-dire que moi, j'attendais d'être déçue, en fait. C'est-à-dire de pas que j'ai des surprises à chaque fois. Et là, je n'ai pas été déçue quand même, parce qu'il en a largement profité pour faire parler plein d'objets. Il s'est bien amusé là-dessus. Et dans cette décision de faire parler les objets, François, est-ce que tu as d'abord écrit peut-être des paroles, des sensations attribuées à des humains, et qu'ensuite tu as réfléchi à quel objet par quel objet tu allais remplacer ou faire assumer cette parole, cette sensation, cette expérience de vie? Ou est-ce que d'entrée de jeu, tu as écrit en faisant parler les objets? Enfin, comment ça s'est agencé tout ça? Parce que finalement, il y a beaucoup plus d'objets qui parlent que d'humains en tant que tel, en fait, dans la pièce. Oui, il y a des parties du corps qui parlent. Hein, Oui, les partie la mains. plus en lien avec les mains, évidemment. Mais oui, il y a des espadrilles qui parlent. Il y a les deux confluents là, du Gave qui se retrouvent à cet endroit-là, parce qu'il y a une énergie hydroélectrique qui a prêté le flanc, en fait, dans cette région, à l'installation des usines. Je ne me souviens pas très bien si ça a été premier, mais en tout cas, oui, assez rapidement me sont venus des totems. Par exemple, le vestiaire, il n'y a pas d'endroit plus théâtral qu'un vestiaire, et avec Sylvie,
à la fois pour elle l'enjeu scénographique comme pour moi l'enjeu dramaturgique. Il a convergé immédiatement à travers un lieu comme le vestiaire, qui est un lieu de la parole, qui est un lieu où on se dépouille et où on s'habille pour sortir de l'usine ou quand on arrive. La machine était un totem sans la nommer. Hein. On sait qu'elle est faite de bielle, d'entraînement, de capots en métal, de réglages. Voilà. Il n'y a pas tant ben voilà, je ne décris pas les machines, c'est n'importe quelle machine qui est décrite à travers son réseau de pièces et surtout les pièces qui sont en contact, en fait, les mouvements que ça insuffle aux mains. C'était surtout ça qui m'intéressait. Donc, en prenant des notes, en voyant l'empreinte de ces machines, en voyant d'autres, pour de grands visitants aussi, les quelques machines qui ont été sauvées, qu'on pouvait regarder. Certaines étaient stockées dehors, par exemple, et affronter comme ça toutes les intempéries, rouiller doucement. On se rendait compte, en fait, de la relation à l'homme. Et ça a été consubstantiel à l'écriture, en fait. Je n'ai pas décidé de faire parler des machines. Pour moi, c'était évident que le dialogue, il était établi entre les machines et les gens qui les manipulaient. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut entendre Oui, j'ai retrouvé justement ces machines, un ces exemple. Une espadrilles? machine, donc c'est la paire de mains et la machine qui se retrouvent après bien des années de fermeture de l'usine. La paire de mains dit toute ma vie, j'ai eu chaud, toute ma vie passée à l'usine, j'ai tourné avec toi, dansé sur tes cadences, vibré dans tes mouvements, toute ma vie, j'ai fait corps avec toi. La machine, tu es revenu. Après tout ce temps, tu es revenu. La paire de mains, regarde-moi. Mes paumes sont brunes et calleuses, mes ongles vitreux, phalanges entaillées, mes veines saillantes, peau fêlée, mais regarde, mes mains sont là. Vois comme aujourd'hui je saurais danser, tourner tout autour de toi, comme je saurais faire corps encore avec toi, bouger comme tu bougeais, regarde la machine, je vois. Tu es là, tu es revenu, la paire de mains. Est-ce que tu reconnais mes mains? Et comme ils se plient, mes doigts, comme ils ont gardé le dessin de tes angles, regarde, oui, je suis revenu, la machine. L'usine a brûlé, la paire de mains. Il fait si froid maintenant, la machine. Est-ce qu'on est en hiver? Est-ce que dehors la vie dure? Est-ce que la fumée s'est dissipée? Est-ce que tu vas bien? La paire de mains. À l'amicale des anciens, ils ont eu l'idée de faire revisiter nos usines. Moi, je voulais pas. Mais j'ai dit oui. Tout n'a pas brûlé, je suis contente, tu n'as pas changé, juste un peu de suie, de poussière, un peu de silence, mais tu es là. Et ça me fait chaud plaisir de te revoir, etc. etc. Merci. Merci. Alors, on a ici une note un peu plus nostalgique, et pourtant je trouve que ce texte et l'approche que vous avez eue tous les deux n'étaient pas du tout nostalgiques. C'était ni passéiste et ni justement misérabiliste. Il y a une espèce de joie, il y a un humour qui se dégage aussi de cette pièce qui sont incroyables, un rythme aussi dans les sonorités. Et d'ailleurs, dans l'écriture, tu t'amuses beaucoup à jouer avec le «c'était mieux avant», à tourner en dérision cette expression. Avec Sylvie, quand on était sur place, évidemment, quand on interviewe des personnes qui en sont octononogénaires, centenaires, c'était mieux avant, il revient. Et souvent, il revenait parce que c'était des gens qui se construisaient dans la camaraderie, vraiment dans le sens le plus noble du terme, la camaraderie. Et c'était très fort pour Sylvie et moi de ressentir ça, parce qu'on a un métier aussi assez corporatiste hein, dans le spectacle vivant. On peut ressentir cette notion de camaraderie, mais évidemment, c'est des gens qui avaient perdu le lien avec les anciens camarades, tout simplement parce que la plupart, ça tombe comme à gravelotte hein, dans ces générations. On en perd beaucoup plus tous les ans qu'on en récupère. Donc, beaucoup de gens étaient sur une sorte de deuil, en fait, de cet esprit camarade, de cette solidarité entre eux. Et on est bien conscient que, je ne sais pas, une douche pour 200 ouvriers, que
travailler 16 heures par jour à partir de 13 ans. Non, c'était pas mieux avant. Mais c'était quelque chose qu'on recevait comme une autre, comme voilà, comme un hymne à la solidarité. C'est là-dessus qu'on a voulu dire, c'est ce qu'avant vous a donné, ça. Ce sens oui, il y a une forme de sacré en fait dans cette camaraderie. Voilà. D'accord. Oui, pardon. J'étais beaucoup à affirmer ça dans nos discussions, que c'était pas mieux avant. C'était juste avant. Aussi parce que il fallait aussi s'adresser à ceux qui vivent là aujourd'hui. Et voilà, on peut pas dire à des jeunes c'était mieux avant. C'est juste pas possible. Parce que c'est faux en plus. Dans la préface que Jackie Chala a écrite pour l'édition de Ni Bleu ni Blues, elle parle de l'urgence de sauver cette mémoire. Elle dit il faut sauver ce qui peut encore l'être, il faut se dépêcher parce que les témoins disparaissent. Et comment dire, elle réaffirme le désir de laisser parler, en fait, de donner une place à l'histoire industrielle et ouvrière de Laurent-Sainte-Marie. Et elle dit qu'il faut leur rendre la place qu'ils méritent dans la construction de leur patrimoine. Alors, est-ce que tous les deux, vous avez ressenti ce sentiment d'urgence de sauver un patrimoine, de lutter contre la disparition d'une mémoire et finalement, est-ce que vous vous êtes senti à un moment donné investi de quelque chose ou est-ce que vous pensez que en tant que personne de théâtre et toi en tant que marionnettiste, il y a quelque chose à faire en fait ou quelque chose de particulier que le théâtre ou que la marionnette peuvent faire par rapport à l'idée de constituer reconstituer une mémoire, sauver un patrimoine? Est-ce qu'il y aurait une vocation patrimonial à assumer, enfin dans l'activité? Est-ce que vous en avez pris conscience de ça? Sauver, je ne sais pas. En tout cas, le soir de la première, donc il y avait eu cette lecture avec ceux qui avaient témoigné. Mais le soir de la première, j'ai quand même entendu une salle entonner l'Internationale. Et c'était choc pour moi parce que du coup, ça a reconstitué de facto ce dont parlait François, c'est-à-dire cette camaraderie. Et puis, parce qu'on était, nous, en résidence de création là-bas, et après, on a rencontré des gamins. En fait, il y avait plein de gamins qui ne connaissaient pas cette histoire. C'est-à-dire qu'ils étaient descendants de républicains espagnols, ils le savaient. Donc, il ne s'agit pas de sauver, il s'agit de remettre, parce que l'histoire est toujours l'histoire des vainqueurs, celle qu'on raconte. Il s'agit de redonner place à ce qui fait l'histoire d'un territoire ou de pas s'asseoir dessus, quoi. C'est-à-dire, je vais donner un autre exemple. À Oloron-Sainte-Marie, c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires là-dessus dans le texte. Pour se débarrasser des usines, ils les brûlaient. Donc, il y a une série d'incendies qui est une façon de raser complètement la mémoire, complètement ce qui a été. Et ça, c'est pas juste par rapport à l'histoire de ces gens qui ont quand même contribué à la richesse à la fois d'une région et puis de même
voilà, c'était... ouais, il ne faut pas se sauver, il faut la remettre à sa place et joyeusement, comme je disais tout à l'heure, parce que euh, c'était pas triste non plus. Non, c'était pas triste. Donc, il fallait aussi raconter cette façon d'être joyeux ensemble. Et même si c'était dur et épouvantable, hein, c'est pas noir ou blanc, c'est toute une nuance, une palette de nuances. Mais là où moi j'étais vraiment interloquée, c'est que les jeunes ne savaient pas du tout ce qui s'était passé. Donc, ils ont pu réinterroger leurs grands-parents. Il y a des choses, ça sert pas à sauver, mais à ce que, entre générations, ils se mettent à raconter. Si ça pouvait provoquer ça, ça serait déjà beaucoup. Et puis, il y a une fonction de l'art théâtral et tout ça, c'est que ça légitime, ça rend beau, du coup c'est légitime. C'est pas une histoire pour rien, ou on n'a pas compté pour rien. Enfin, moi je l'ai entendu beaucoup et bah, déjà c'est énorme. Parce que nous on fait pas œuvre d'historien, mais ne serait-ce que provoquer la parole et la discussion, d'où est-ce que je viens, c'est quoi l'histoire, mais c'est énorme. Et dans cette démarche-là, dans cette expérience-là, tu penses que du coup, la marionnette, elle a aidé à faire que le spectacle soit plus accessible? Parce que j'imagine qu'il y avait un public qui n'était pas forcément habitué du théâtre. Ou est-ce qu'au départ, il y a eu une étrangeté? Ou est-ce que, par exemple, quand vous avez rencontré les gens et que toi, tu t'es présenté, est-ce que tu t'es présenté comme metteur en scène, travaillant avec des marionnettes ou pas du tout? Si, je me suis présentée comme ça, en disant tout de suite que je ne savais pas ce qu'allait me donner l'auteur. D'accord, parce que voilà. Défaussé très très vite, mais j'ai oublié la question. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas eu une étrangeté ou un rejet enfin, bon, par rapport à l'idée que ça allait être porté par des marionnettes, en fait, enfin, des interprètes, c'était des acteurs marionnettistes et que donc leur instrument, ce serait la marionnette et donc on sait le préjugé qu'il peut y avoir par rapport à la marionnette, la peur peut-être qu'on infantilise ou qu'on caricature certains éléments, en fait, que ça prête à rire. Or là, je pense qu'il y a de l'humour, mais que c'est au service de la mise en valeur de cette expérience et de la vie d'usine et des machines. Il y a une drôlerie, je pense, qui peut être facilement partageable et ils peuvent s'identifier à ça, mais je ne sais pas si ça a été... Est-ce qu'à un moment donné, s'il y a eu... tu as senti une réticence ou est-ce que le public qui l'a reçu s'est dit « Ah ben tiens, mais c'est une bonne idée d'avoir fait raconter nos histoires avec la marionnette » ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu quelque chose spécifique par rapport... une réaction spécifique par rapport à l'instrument D'abord, on était aussi dans le cadre de la scène conventionnée marionnette. Donc, c'est un public qui a quelque part qui commençait à s'habituer au spectacle de marionnettes. Je vais dire ça comme ça. Ça a duré 3 ans, notre présence là-bas, quand même, entre les premiers rendez-vous. Et puis, non, ils n'ont pas été surpris parce qu'en fait, j'ai utilisé beaucoup,
je me souviens d'une visite qu'on avait fait du vestiaire d'une usine. Et puis, en fait, avec François, on est tombé tout de suite d'accord que c'était là le cœur de la chose. Et en fait, j'ai fait parler les vestiaires parce que François leur avait donné les mots. Donc, petit à petit, on rentrait comme ça dans un code. J'ai travaillé beaucoup sur les bleus. D'abord, ça s'appelle ni bleu ni blouse, mais sur les bleus de travail. Et ensuite, je leur ai mis une tête, mais qui ne renvoyait à rien dans la réalité. Je pense qu'au contraire, il n'y a jamais de moquerie, il n'y a jamais de surplomb. On est avec, et donc on a, oui, tout doucement, en accompagnant tout le monde. Et surtout que les marionnettes ne renvoyaient à aucune personne. Et je crois que ça, c'est une grande vertu de la marionnette, c'est qu'elle dépersonnalise, même si les gens se sont plus reconnus dans ce qu'ils disaient que dans ce qu'ils voyaient. Alors justement, on peut peut-être les voir, ces marionnettes, parce qu'on a quelques images en réserve qu'on est allé pêcher sur ton site délicatement tout à l'heure. Donc, normalement, Paul devrait pouvoir nous les montrer. Alors ça, par exemple, eh ben, c'est un dialogue d'espadrille. Parce qu'effectivement, l'espadrille étant d'ailleurs, la première s'est faite le jour où cette usine a définitivement fermé. Vous étiez en pleine lutte pendant ça. Donc, on s'est amusé. Au début, on n'y croyait pas. Puis, à force de travailler, les interprètes se sont bien amusés. Et puis voilà, ça. En fait, on peut faire des tonnes de choses avec les espadrilles qui étaient de là-bas. Hein. Donc, c'est Laetitia et... Alors ça, c'est... Voilà, quand je disais petit à petit, on leur mettait des vêtements. Donc, des têtes, je veux dire. On a d'abord travaillé sur les vêtements, parce que moi, j'y tenais beaucoup. Parce que c'est aussi ce qui se met et ce qui se démet quand on passe la porte de l'usine. Et là, ça s'appelle le départ à la retraite, qui est une scène drôle parce que qu'est-ce qu'on va faire quand on va arrêter de travailler? Et puis, il y avait un décalage entre le discours et puis des gens contents de partir. Donc, les têtes, c'est Eric Goulozel qui les a faites. Elles sont pas... voilà, elles sont pas réalistes non plus. Alors ça, c'est la scène avec les gaines, c'est la grève à l'usine. Ils se retrouvent tous au bistrot et ils chantent et ils discutent de savoir comment ils allaient poursuivre la grève. Voilà. C'est celui qui construit la dernière espadrille. Voilà, donc là, ça devient un petit peu plus réaliste. Et puis, un peu, on s'entend hein, sur le réalisme, mais la tête est plus à proportion. Ce qui comptait, c'était le geste de la couture de l'espadrille. Et puis, dans la photo suivante, en fait, on est parti d'une
pour mettre en scène d'une fiction plateau où une grand-mère raconte, en fait, mais ça, on ne sait qu'à la fin, à son petit-fils. D'accord. C'est le personnage de Jacqueline, c'est ça? C'est Jacqueline. Voilà. Ce qui s'était passé, quoi. Voilà. Merci, Paul. Il y a déjà une question donc pour Sylvie Bayon. La machine était-elle présente d'une façon ou d'une autre sur scène? Comment donner à voir le travail? Ah, c'est une très belle question. C'est une question de Didier Plassa. Oui, elle était présente sans être présente tout en étant présente. C'est-à-dire, on sait bien que la marionnette, c'est la question de la présence. Il y avait les mains qui jouaient avec le vestiaire. On l'a surtout mis dans la musique, dans le bruit, en fait. Et puis, on a travaillé aussi avec de la projection vidéo de machines sur le vestiaire. Donc, il y avait une espèce de mélange, voilà, la machine étant présente sans être présente, elle était juste figurée, pour le coup. Et puis, ce qui était plus important, c'était en fait les mains, comme disait François tout à l'heure, c'est les mains qui racontent la machine. Ce rapport, ça a été très difficile pour les interprètes, ça. Parce que les interprètes, ben, ils ne connaissent pas ça, ce rapport au travail de machine. Dans le spectacle sur les betteraves, c'était plus facile parce qu'il y avait des gens qui avaient travaillé dans ces usines et puis des comédiens qui n'avaient jamais travaillé dans les champs. Donc, en fait, le geste du travail était transmis en direct. Là, non, c'était pas simple, en fait, pour retrouver, mais en même temps, on transpose. Et c'était pas vraiment le sujet, en plus. C'était aussi ce qui était dit. Ce qui était dit racontait la dureté de la machine, mais ce que nous avons figuré, c'était la perte. Donc, l'image raconte autre chose que le texte. C'est dans cette distorsion-là que ça se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Alors, une autre question, toujours de Didier Plassa. Est-ce qu'il y a eu le désir sur scène de montrer les vrais objets, ceux qui étaient liés à l'histoire des ouvriers et de leur famille? Ben, non. Non. Les vestiaires, ceci dit, étaient des vrais vestiaires. Je ne sais pas s'ils avaient vraiment servi là, mais c'était des vrais vestiaires d'usine. Le banc, les espadrilles, tout ça, c'est des vrais objets. On n'a pas fait les casses pour aller chercher des objets. Parce que les vêtements, par exemple, c'est pas des vêtements qui ont été portés, même si on les a eus chez Emmaüs. Mais là, il n'y avait pas d'idée de faire du ready-made, quoi. C'était, il fallait imposer le théâtre parce que
parce que la langue l'imposait aussi. Et que on ne peut pas... voilà, on est dans une écriture poétique, donc il fallait absolument que il y ait une transposition forte au plateau. Le talent. Et François, est-ce que toi, tu es intervenu au plateau ou pas? Est-ce que tu as été regard extérieur à certains moments? Ou est-ce que tu as peut-être modifié le texte en fonction du travail de plateau? Pas du tout, non. Mon plus grand plaisir quand c'est un travail de commande, c'est réellement d'écrire, donc de façon solitaire, éloignée de celle, pour le coup, là, qui va mettre en scène, et de lui rendre la politesse, de m'éloigner le temps de la construction du spectacle pour venir à la première me faire surprendre. Quand c'est réussi, je suis surpris. Donc non, j'interviens pas du tout. Par contre, je suis absolument pas... souvent, j'écris des textes qui sont des mécanos, en fait. Donc, c'est aussi au metteur en scène, et même si Sylvie, qui m'a commandé 4 textes, est la plus respectueuse de mes textes, en fait, j'ai plutôt tendance à encourager les gens à les démonter et à les remonter en fonction des impératifs de la dramaturgie scénique. Là, je ne sais pas s'il y a eu des coupures, vraisemblablement, enfin, je ne me souviens pas très bien, j'imagine, je ne sais pas si l'intégralité du texte a été montée, mais je ne suis pas du tout à surveiller ce qui se passe. Je suis comme un enfant qui attend son Noël. Et toi, Sylvie, donc tu as eu ce texte entre les mains. Bon, c'est un cadeau parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup à investir pour la marionnette, les objets qui parlent et puis des moments formidables. Mais en même temps, est-ce que pour le coup, il n'y a pas d'autres difficultés qui se posent? Parce que la place de la marionnette, elle devient évidente dans ce texte-là. Mais en même temps, c'est très, comment dire, c'est très écrit aussi. Il y a des sons, il y a toute une rythmique à assumer. Alors, comment tu as orienté tes interprètes ou quelles sont les difficultés que tu as quand même rencontrées dans la mise en scène? Ce qui est là, j'étais presque littérale dans la mise en scène, c'est-à-dire que c'est plutôt organiser les choses pour que... Mais j'estime, enfin, pour ma part, qu'on est toujours au service du texte. Donc, comment faire entendre le texte? C'est ça la question. Des fois, il faut pas vouloir être plus intelligent que le texte. Et là, il y avait, c'était une machine à jouer, en fait. Donc, c'était... Ce qui est le plus compliqué, c'est comment faire entendre la langue de François, de la part des interprètes. Parce que et les répétitions, moi, je dirige beaucoup à l'oreille. Et c'est plus dans ces moments-là, dans ces difficultés-là que je suis. Et puis, il passe d'une chose à l'autre. Donc, ça, c'était compliqué au niveau de la régie. Et puis, quand la manipulation, par exemple, ça a l'air tout bête hein, de vestiaire, ben, il faut chercher comment des vestiaires peuvent bouger, surtout quand les interprètes sont dedans, qui ne s'entendent pas. Et donc, parce que tout le début commence par des portes qui s'entrouvent, des vestiaires. Bah là, c'est de la chorégraphie quasi à mettre au point. Là, la rythmique étant très, très importante, c'est du travail de répétition
vraiment au sens vrai du terme, quoi, comme les musiciens répètent. Nous avons une question de Jean Boutan. Les marionnettes, le théâtre de figure permettent-elles mieux que les acteurs de mettre en scène le collectif? Je pense par exemple à la représentation de la grève. Est-ce qu'elles se prêtent particulièrement à dire la solidarité entre les travailleurs plutôt que d'insister sur des figures individuelles? Je suppose que oui. Ça fait 40 ans que je suppose que oui. Oui, c'est ça. Non, c'est une drôle. Je ne sais pas, parce que moi j'ai vu des spectacles formidables sur Lee Cooper, voilà, qui racontait avec des acteurs la formidable solidarité des travailleuses. Donc, je sais pas. Là, ce qui était, pour reprendre la question d'avant, c'était quelle est la place des manipulateurs? C'est-à-dire jusqu'où ils rentrent dans la fiction ou pas. Et on se raconte une histoire, un secret de mise en jeu, puis après on le balaye pour pas expliciter pourquoi on fait ça, quoi, avec des marionnettes. Non, la marionnette, elle permet de faire 15 personnages avec juste une boule de mousse, quoi. Donc, ça parle tout de suite. Il n'y a pas à expliciter davantage, ça se voit. Et c'est vrai que quand je revois la photo des mains avec leur petite tête là, faut pas en dire plus. Et c'est un des avantages de la marionnette, c'est qu'elle nous économise des explications et des justifications à n'en plus finir. Donc, elle parle d'elle-même. Et puis, bon, ça, c'est une phrase toute faite. Ils sont individualisés, mais c'est aussi le regard, c'est les ouvriers. Oui. Là, on est dans la figure, mais oui, c'est surtout mon langage, en fait. Pour finir de répondre à la question, oui, depuis 40 ans. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Une question pour François Chaffin. L'idée d'un théâtre documentaire, c'est souvent de faire entendre la parole des autres. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'y glisser sa propre voix que celle de recomposer cette parole? Est-il possible ou souhaitable de prendre place comme témoin, comme observateur, comme enquêteur à l'intérieur du texte? Oui, je n'écris pas du tout un théâtre documentaire, hein. Du tout. Donc, je suis dans une situation où je me documente à travers mes rencontres avec le vivant, mais je suis un peu comme une plaque qui va résonner, c'est-à-dire que je suis récepteur, et puis quand j'émets en fonction de ma nature, du matériau qui me construit au moment de l'écriture, et donc dans mon espèce de poème un peu sauvage. J'écris à voix haute, en fait, beaucoup. Donc, j'écris pour l'oralité, essentiellement, et je cherche la vibration qui rendra justice, en fait, au document qui a servi de gisement, de source. Donc, c'est vraiment un travail complémentaire avec le travail de la vérité, du réel, du concret, du pragmatique. Puis après, mon écriture, elle a juste à utiliser cette planche d'appel du documentaire pour entrer, mais vraiment à deux pieds, corps et âme, dans un monde poétique, en fait. Mais comme je pense qu'on pourrait trouver à Alice au pays des merveilles un gisement extrêmement pragmatique, psychanalytique, évidemment, ça a été beaucoup dit,
voilà, dans le rapport à l'indépendance, à l'émancipation, etc., qui sont des choses très concrètes. Et puis ben voilà, le poème de Lewis Carroll est tout à fait différent d'une parole documentaire. D'autres questions? Toi, Sylvie, donc, quel cheminement tu retiens donc, de ton expérience de théâtre documentaire? Est-ce que, en fait, chaque fois, tu as plutôt interrogé la mémoire, une mémoire ouvrière dans les projets, une mémoire même paysanne aussi, avec l'expérience autour des terres de betteraves? Est-ce que tu as le désir de prolonger cette expérience dans d'autres projets, toujours du côté de la mémoire ou plutôt du côté peut-être d'événements historiques qui trouvent une résonance en toi? Est-ce que tu as envie de continuer du côté du théâtre documentaire ou pas? Là, il s'est trouvé que j'ai fait trois spectacles de théâtre documentaire en mettant plein de guillemets. Hein. Le premier, parce que c'est assez important, c'était un texte de Leslie Kaplan sur la mémoire des ouvriers du Val-de-Neuve. Et j'en parle parce que j'ai emmené dans ces lieux François pour les retours de Don Quichotte. Ça n'a rien à voir, c'est une vallée où il y avait les usines Saint-Frère qui faisaient de la corde, des sacs et tout ça, et qui étaient reliés par une voie de chemin de fer jusqu'à Pondichéry, en Inde. Donc, et puis alors là, on est passé par-dessus la mémoire, et en fait, c'est un collectif qui a fait appel à ça, parce qu'ils étaient à moi pour mettre en scène ça, parce qu'ils s'étaient virés par les politiques, parce que les gens, ils commençaient à trop parler. Ils commençaient à trop poser de questions, à tel point que les répétitions se sont faites en catimini dans une cour d'école qui nous était prêtée par un village qui n'était pas du même bord que la Combe de Combe. Vraiment, on entre là de plein pied dans une réalité politique de terrain. Ça s'appelait « À l'émancipation », 3 petits points, pourvu qu'il n'arrive à rien. Et je trouve que ça raconte exactement ce qui s'est passé. Exactement. Donc, en fait, pour les gens, ça a raconté que, en fait, ils ne pouvaient pas parler. Mais c'était important de conclure et de dire que si, dans le fond, ils avaient le droit. C'était très, très, très particulier. Ensuite, sur Chrysole et sur la mémoire des ouvriers du sucre, là, ça a permis de prendre conscience, en fait, que il y avait une forte immigration polonaise. Et la commande, au départ, c'était de la part de cette compagnie, c'était on veut faire un truc sur. Et j'ai dit, moi, je ne fais pas de son et lumière. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de discuter, de mettre en regard une mémoire et le présent. Et je me souviens que au cours des répétitions,
le patron de l'usine était mort en camp de concentration, chef de résistance. Sa maison servant à la commandanture allemande. Et puis son fils, héritier normalement de la sucrerie, s'est barré en Suisse parce que on ne voulait pas apporter cet héritage. Et j'avais à travailler avec des dames qui avaient travaillé dans cette sucrerie. Et il y avait une scène sur le fils, et elles étaient en colère contre ce fils. Et tout le travail a consisté en fait à ce qu'elles aient de la tendresse et qu'elles comprennent que l'héritage était trop lourd pour le fils. Moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou, pareil. C'était juste impensable. Et puis, au cours du travail, on s'est aperçu, je l'ai su qu'après la création, que en fait, il y avait la petite fille de celui qui avait dénoncé ce patron de l'usine. Et comme conséquence, qu'est-ce que ça a eu? Parce que moi, je pense qu'on a été qu'à la surface des choses. Mais quand j'ai proposé que ça se prolonge, en fait, c'était pas possible. Mais résultat des courses, le maire, qui était aussi conseiller général, qui était le mari, s'est fait n'a pas été réélu. Il y a eu tout d'un coup une prise de conscience aussi, parce qu'on les a emmenés en Pologne aussi. Et c'était très intéressant de mettre en dialogue ces choses-là. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans le théâtre dit documentaire. Là, mon plus grand choc avec ce travail-là, ça a été la rencontre des républicains espagnols. Parce que autant, moi je suis d'une région où on accepte, on plie les chines, et vraiment la preuve, hein, quand on travaille sur des mémoires vives comme ça se finit toujours pas mal, mais vraiment. Et là, c'était tellement, ils sont tellement dans la revendication, dans on n'est pas d'accord, dans une espèce d'énergie même âgée, que ça m'émouvait, quoi. Et pour moi, ça a été un vrai choc culturel, à l'inverse de ce que je vois des gens d'ici. C'est ça qui m'intéresse. Bon, avec la marionnette, c'est facile plus, parce que c'est à distance. La marionnette permet de mettre à distance. Donc, on peut parler sur un objet qui, dans le fond, fait consensus entre la mémoire de celui qui raconte et puis la mémoire de celui qui reçoit, ou les envies. Ça fait totem. C'est exactement ce qu'a dit François. Donc, voilà, on s'en arrondit. Quand on a des questions, une question de Christine Jurbach. Est-ce que le texte joué contient d'autres textes, des documents, qui ne sont pas écrits par l'auteur invité? Y a-t-il un effet de montage? Il contient des photos, en fait, le texte. L'éditeur était photographe et photographiait des usines, donc presque à chaque page, on trouve son travail photographique en noir et blanc de morceaux de machines, de chaises abandonnées, enfin voilà, beaucoup de hangars vides, etc. Mais non, je ne crois pas. En dehors de la préface et des remerciements, il n'y a pas de texte additionnel plus sérieux. D'accord. Et les lieux photographiés, en fait, ne sont pas ceux que tu as vus.
que tu as vues. C'est C'est d'autres. un travail photographique depuis très longtemps, donc il a mêlé à la fois des photos qu'il prenait au temps présent de notre résidence et puis des photos Oui, qu'il a tirées de son propre patrimoine à lui, photographique. d'accord. Une question de Francesca Di Fazio. Dans l'écriture du spectacle, les faits réels, outre qu'ils sont retravaillés en termes de paroles poétiques, diffèrent-ils aussi de la réalité? Y a-t-il dans la construction du texte ou du spectacle un dispositif trompeur qui intervient sur les faits réels? Et si oui, cela est fait en fonction du spectacle, de sorte que l'histoire racontée atteint davantage le public grâce à cette composante fictionnelle? Mazette. Je ne sais pas si je vais répondre en fait, à la question pour pas forcément l'avoir comprise de bout en bout. Mais non, vraiment, hein, à partir de la sensation, même dans ma prise de notes, si j'avais retrouvé le carnet de notes, dès la prise de notes, je dérive en fait. Je suis plus dans la collecte d'un écho, d'une sensation, de la façon dont je suis pénétré par la parole, sa tonalité, son accent, sa musicalité, son rythme. Donc je suis déjà dans une parole qui fait oratorio quasiment dès le début. Donc après, je ne suis plus qu'un traître en fait à la vérité. Je m'embarrasse absolument pas d'être conséquent par rapport à cette vérité, du tout, du tout. Ce que par contre, j'essaye de faire, c'est de me soulever avec les gens qui m'ont donné cette parole. Et vraiment, je fais très attention à ne pas être, à tenter de ne pas être en dessous de l'émotion qu'ils m'ont procurée. Parce qu'il a, enfin, voilà, avec Sylvie, on a vu des gens en pleurs, on a vu des gens, et on se rend bien compte, on parlait voilà, de cet aspect patrimonial. Alors c'est vraiment un sale mot, je pense toujours à muséal, moi, quand j'entends patrimonial. Et j'aime beaucoup le mot trait d'union, en fait. L'idée pour nous, c'était aujourd'hui de dire pourquoi, enfin voilà, que sous ce parking, il y avait des gens qui suaient chaque jour et que c'est un carouf maintenant. Que cette cheminée qu'on aperçoit au lointain, elle a drainé des millions de bicyclettes à 6 heures du matin et à 5 heures du soir qui couraient vers elle, enfin qui roulaient vers elle. Et les gens, c'est vrai, l'avaient intégré comme ça au paysage, mais c'est vrai, quand on demandait à des plus jeunes, c'est quoi cette cheminée? Bah, c'est une cheminée, mais c'est absolument pas relié en fait à l'histoire du pays, des gens et même de leurs grands-parents et de leurs parents. Voilà. Là, je trouvais que la langue et le travail de mise en scène de Sylvie pouvaient au moins et modestement faire trait d'union. D'accord. Une question de Lucien Joseph. Y avait-il un lien à travers le langage archaïque, ch'ti et espagnol, comme dans Chez Cabotan, avec les mouvements ouvriers de la Picardie? Non. Non, parce que je trouve, enfin, c'est deux fonctions différentes. Pour m'intéresser un tout petit peu à la tradition, le théâtre de Chez Cabotan, c'est vraiment une prise de parole à travers la marionnette, mais populaire, c'est-à-dire que c'est à la fois une façon de s'initier au théâtre, parce qu'il y a eu quand même pas mal de pièces qui ont été jouées comme ça, histoire de faire du théâtre. Et puis, il y avait la Gazette, quoi. C'était une sorte de Gazette populaire où les gens prenaient la parole dans les arrière-cuisines. Pas oublier, il y avait plus de 60 têtes de marionnettes à Amiens avant la guerre 14. Donc, c'était vraiment une pratique sociale. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment sur une interprétation d'une histoire. Interprétation modeste et poétique, comme dit François, d'une histoire qui nous a été transmise en étant
la plus grosse trouille, c'est de ne pas être à la hauteur de ce qui nous a été donné, effectivement. C'est ça l'enjeu. Parce que des émotions, on en a. Hein. Mais ce n'est pas le même endroit. Et oui, il y a eu quelques mots espagnols dans ton texte. Évidemment, mais ce n'est pas le même endroit, je dirais. On avait une question auparavant que j'avais laissé passer. Est-ce que le fait de passer par l'objet ou la marionnette a introduit de l'humour, du comique? Et puis une demande, un autre extrait à lire pour faire entendre ce comique? Encore, François, encore une lecture. D'abord, moi, souvent, ce que je trouve drôle ne fait rire personne. Donc, c'est la question de la mise en scène. Hein, la question de, pour moi, l'humour est contenu. Je ne vais pas me justifier. Je vais en lire un petit coup. Donc, voilà, c'est pas du tout. Encore une fois, je n'ai pas cherché à être drôle, mais voilà, la façon dont ensuite ça a pu être mis en scène, révéler le sel de cette affaire. C'est la dernière scène, en fait, c'est le petit Ulysse qui demande à sa grand-mère, à qui sa grand-mère voilà, va transmettre un peu, et puis il se retrouve dans la cour de l'école, l'usine a disparu. Ce matin, quand je me suis réveillé, comme tous les matins, j'ai collé mon nez sur le froid de la fenêtre. Comme tous les matins, j'ai fait de la buée sur le carreau pour y dessiner dedans les formes de la ville, les maisons d'en face, la route qui tourne là-bas, les arbres un peu plus loin, parfois la montagne quand elle se laisse voir. Et ce matin, comme un tout premier matin, je n'ai pas dessiné la grande cheminée qui fabrique les nuages dans le ciel de ma fenêtre. Sur la buée de mon dessin, je n'ai pas dessiné l'usine parce que dans la ville de l'autre côté de ma fenêtre, elle avait disparu. Sur la vitre, j'avais dessiné des maisons, des arbres et la montagne parce qu'aucun nuage n'empêchait qu'on la voie. C'est comme ça. La cheminée de l'usine ne crachait plus de nuages tout simplement parce qu'elle avait disparu. Elle n'était plus dans ma buée parce qu'elle n'était plus dans ma ville. Voilà, elle n'était plus nulle part. C'était pas moi qui avais raté mon dessin, moi, j'étais juste un peu triste, mais j'ai entendu la sonnerie de l'école, j'avais hâte d'en parler, j'ai couru. Et dehors, dans la lumière, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de poussière que les autres matins. Dans la cour de récré, les copains touchaient plus terre, on s'excitait la langue, on se demandait des pourquoi, des comment, mais où est donc Ornicard? Bref, c'était chahut cette cheminée disparue, et c'est à ce moment que le directeur est sorti et qu'il nous a dit « Taisez-vous, on rend par deux, je vais vous expliquer ». Où qu'elle est partie, l'usine de la cheminée, monsieur? Pourquoi elle n'est plus là? Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Et cette poussière, est-ce qu'on peut la respirer? Le directeur a laissé les questions s'élancer de toutes les bouches, il a pris son temps. Finalement, il nous a dit « Elle était fermée depuis des années, elle ne servait plus à rien, alors on l'a démolie. » Même pas pour les nuages, c'est Raymond qui a demandé. Même pas. L'usine, elle ne faisait que dormir. Et les gens qui travaillaient à l'usine, ils dormaient aussi dedans? Est-ce qu'on les a démolis eux aussi? C'est Michel qui a dit ça. Non, les ouvriers sont partis quand l'usine a fermé. C'était il y a longtemps, ils sont rentrés chez eux, ils sont vieux, maintenant ils se reposent. Mais pourquoi qu'elle a fermé l'usine? C'était une question de la petite Lulu. Le directeur parlait doucement, il essayait de nous expliquer qu'avant, la ville était peuplée d'usines et de cheminées, de machines et d'ouvriers, de bleus et de blouses, de sirènes, de vélos dans le petit matin, de coups de chauffe, de grosses colères, de drapeaux rouges, de camarades, de patrons, de bons et de mauvais moments, de progrès, de congés, d'espoir et de lendemain chantant, mais qu'au bout du compte, c'est l'argent qui avait gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné, l'argent? Le pouvoir de s'en aller d'ici pour se goinfrer ailleurs. C'est ce qu'il a dit, le directeur. Et il a ajouté que maintenant, voilà, le temps des usines était parti bien loin, qu'il fallait que les nuages se débrouillent par eux-mêmes, comme tous les gens de cette ville. Et les vélos, c'est pareil que pour la sirène, ils se sont envolés? C'était ma question. Et j'ai cru deviner dans le silence du directeur qu'elle n'était pas facile. Merci. Merci François. Ça va mourir de rire. Oui. Un peu.
Non, mais c'est sur la vertu comique de la marionnette, ben, ça dépend quoi. C'est une question de jeu, en fait. Avec les espadrilles, on a beaucoup ri. Mais oui, en soi, c'est pas rigolo, mais nous, en le faisant, on a beaucoup ri, et les gens qui le regardaient, parce que ça a quelque chose de dérisoire, mais en même temps, c'est très grand. Et c'est aussi une des vertus de la marionnette, c'est d'être à la fois dans le presque rien, dans le dérisoire, et en même temps, quand on peut être dans l'épique, en même temps. Enfin, pas pour... Et c'est ça qui est extraordinaire. Bon, eh bien, ce serait une bonne conclusion, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui, en tous les cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous avoir fait don de votre temps et d'avoir partagé avec nous cette expérience de création, enfin les souvenirs de cette expérience de création et autour de cette mémoire ouvrière. Et puis, j'espère qu'on peut se dire à très bientôt pour une prochaine occasion, peut-être Oui, prochaine table avec ronde. plaisir. Voilà. Sur les Merci. plateaux, dans les théâtres. On va se retrouver dans Voilà, les dans théâtres. les théâtres. Voilà, ce serait très, très bien dans les Au théâtres. bar à côté du théâtre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt, Sylvie. Ouais.